Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons présenter la notion d'intervalle dans l'ensemble des réels ainsi que la notion de valeur absolue. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'incite à aller voir les précédentes vidéos que j'ai publiées sur les ensembles car elles te permettront de comprendre les notations et certaines notions utilisées dans cette vidéo. C'est parti! Alors pour commencer, on va s'intéresser à la notion d'intervalle dans l'ensemble des réels. Alors qu'est-ce qu'un intervalle? L'intervalle est un ensemble ordonné de points compris entre deux bornes. Prenons un exemple. Si je m'intéresse à cette portion, on va dire, de droite numérique et que je m'intéresse à tous les nombres qui sont compris entre 1 et 3. Donc dans l'ensemble des réels, j'aurai une infinité de nombres compris entre 1 et 3. J'aurai 1,01, 1,0002, 2,008. Donc si je veux représenter ça sur une droite numérique, je peux le faire de cette manière. Si j'introduis cette notation ici, que j'introduis ces crochets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais considérer tous les nombres qui sont sur ce segment ici en bleu. Je vais dire que j'ai cet intervalle ici. Alors attention, ne pas confondre cette notation avec celle-ci, d'accord? Dans cette notation, où j'ai des accolades et non des crochets, j'ai une liste de nombres. J'ai l'ensemble qui contient exactement deux éléments, les éléments 1 et 3. Si on s'intéresse aux notations utilisées, donc là, on a utilisé des crochets, d'accord, tournés entre guillemets vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que mon intervalle comprend ces bornes, d'accord? Donc, 1 et 3 appartiennent à mon intervalle. Prenons maintenant un autre exemple. Si je prends un nombre réel quelconque, d'accord? Si je dis que x appartient à mon intervalle, automatiquement, cela veut dire que x va être supérieur ou égal à 1 et x va être inférieur ou égal à 3. Donc là, attention, vous voyez, j'ai des inégalités ici. Inférieur ou égal, ça veut dire que x sera plus grand ou égal à 1. Inférieur ou égal à 3. Donc x ici peut être égal à 1 ou à 3. Si je dis par exemple que x appartient à cet intervalle. Donc si je représente ça sur ma droite numérique, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir ceci. Ici, je vais avoir mon crochet qui va être vers l'extérieur au niveau de -2, vers l'intérieur au niveau de 1. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x ne peut pas prendre la valeur -2. X peut être très proche de -2, mais ne pourra pas atteindre la valeur -2. Donc dire que x appartient à cet intervalle revient à dire que x est strictement plus grand que -2, d'accord? Il ne peut pas prendre la valeur -2 parce que j'exclus la valeur de -2 ici, mais qu'il est inférieur ou égal à 1. Donc avec cette notation, x peut être égal à 1. D'accord? Donc comprendre la différence entre strictement supérieur et inférieur ou égal ici. Donc x pourra prendre les valeurs qui sont sur ce segment. Donc de ce côté, x pourra prendre des valeurs très proches de -2, mais sans jamais atteindre -2. Et après, bien sûr, si on a compris, on peut généraliser ça à travers différents exemples. Si je dis que x appartient à l'intervalle -2, -1, ça voudra dire que x sera strictement plus grand que -2 et strictement inférieur à -1. D'accord? Donc x sera sur ce segment ici, mais ne pourra pas atteindre ces bornes. Autre cas de figure qui peut nous intéresser. Supposons que sur mon axe, ici, je m'intéresse à toutes les valeurs, par exemple, qui sont plus grandes que 4, en prenant 4. C'est-à-dire, je vais considérer tous les nombres qui sont plus grands que 4, et comme je suis dans R, donc jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que x appartiendrait à l'ensemble, l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, quand on a l'infini dans un intervalle, il est toujours exclu, d'accord? On n'aura jamais le crochet vers l'intérieur lorsqu'il y a l'infini. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? X est supérieur ou égal à 4. Bien sûr, si je mets le crochet dans l'autre sens, j'écrirai x strictement supérieur à 4, d'accord? Et c'est pareil, si je prends des valeurs strictement inférieures à 4, on irait de moins l'infini jusqu'à 4, d'accord? Donc, en gros, à travers ces exemples, on a essayé de comprendre la notion. Et maintenant, on va essayer de décrire ça de manière plus formelle. Un intervalle réel est un ensemble de nombres délimités par deux nombres réels constituant une borne inférieure et une borne supérieure. Un intervalle contient tous les nombres réels compris entre ces deux bornes. Comme on l'a vu, on peut représenter les choses de différentes manières. Donc là, j'ai généralisé les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Voilà le formalisme, on va dire, associé aux intervalles. Tout à l'heure, j'ai pris des exemples avec des nombres concrets, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? Si un réel est compris entre deux bornes A et B strictement, c'est-à-dire s'il est strictement supérieur ici à A et strictement inférieur à B, cela voudra dire que x appartiendra à l'intervalle AB. On va dire que cet intervalle est ouvert. Comme on peut le voir, c'est un intervalle qui exclut ces bornes. Après, on peut différencier les différents cas possibles. Si x est supérieur ou égal à A, mais inférieur ou égal à B, alors il sera dans l'intervalle AB avec les crochets tournés vers l'intérieur, donc on dira que cet intervalle est fermé. Et bien sûr, on peut lister les deux autres cas. On a vu ça à travers des exemples tout à l'heure.
Si x est strictement par exemple supérieur à a mais inférieur ou égal à b, on aura ce type d'intervalle. Et là, on dira que cet intervalle est semi-ouvert à gauche, semi-fermé à droite. Et bien sûr, on peut avoir l'autre cas où x est supérieur ou égal à a, strictement inférieur à b. Donc, on aura ce type d'intervalle. Et dans ce cas, on aura un intervalle semi-ouvert à droite et donc semi-fermé à gauche. À ces derniers, on peut ajouter ces intervalles. Donc, si je considère par exemple que x est strictement inférieur à un nombre, par exemple, si je prends un nombre réel quelconque qui est strictement inférieur à 2, ça veut dire que je vais prendre tous les nombres plus petits que 2. Et dans R, donc, on prendra tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 2. Donc, tous les nombres plus petits que 2. Donc, si on formalise ça de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends un réel quelconque et que je dis qu'il est inférieur à un nombre, dans mon exemple, j'ai pris 2, mais ça peut être un réel quelconque. Là, je vais définir cet intervalle, l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à a. Et comme j'ai dit que x était strictement inférieur à a, je ne prends pas a dans mon intervalle. Et je vais dire que cet intervalle est ouvert. Si je prends a, cette fois-ci, j'aurai ce type d'intervalle, d'accord? Donc un intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à a, et je vais considérer que cet intervalle est fermé. Alors même si c'est ouvert de ce côté, comme c'est l'infini, on peut démontrer que ce type d'intervalle est fermé, d'accord? De même que si je prends un nombre x plus grand qu'un réel a, si je considère que x est strictement plus grand que a, par exemple si je considère comme tout à l'heure dans mon exemple que x est strictement supérieur à 4, donc je prendrai tous les nombres qui vont de 4 jusqu'à plus l'infini. Donc sous forme d'intervalle, on va l'écrire de cette manière. Bien sûr, cet intervalle est ouvert, et si je prends ma borne a, donc j'aurai ce type d'écriture, j'aurai ce type d'intervalle, et bien sûr cet intervalle sera fermé. À cette liste, on peut ajouter certains cas particuliers. Donc l'ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Vous voyez là, j'ai mis des accolades. Donc j'ai l'ensemble qui ne contient qu'un seul élément, l'élément A ici. Je peux représenter ça sous forme d'intervalle. Donc j'aurai l'intervalle fermé où j'ai comme borne A et A. Donc en gros, j'ai que l'élément A, d'accord? Ensuite, il y a l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Donc rien, même pas 0, parce que 0 est un élément à part entière. Donc l'ensemble vide, on le note de cette manière. C'est un cas particulier, on considère qu'il est à la fois fermé et ouvert. De même que pour l'ensemble des réels, on peut l'écrire sous forme d'intervalle. Donc c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et cet intervalle, on va considérer qu'il est à la fois fermé et ouvert. Maintenant, on va s'intéresser aux notions d'intersection et de réunion d'intervalles. On a l'ensemble A ici, l'ensemble B. Comment est-ce qu'on va représenter la notion d'intersection entre deux ensembles? D'abord, on va commencer par réécrire les ensembles A et B d'une autre manière pour avoir plus de visibilité. Donc l'ensemble A, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble qui contient les éléments 1, 2, 4. Vous voyez, une fois de plus, là j'ai mis des accolades. Donc j'ai une liste de nombres. Cet ensemble contient exactement 3 éléments, 1, 2, 4. B lui contient également 3 éléments, contient les éléments 2, 3, 5. Qu'est-ce que l'intersection entre ces deux ensembles? Alors en français, l'intersection, ça symbolise l'ensemble qui contient les éléments qui sont dans A et dans B. Donc les éléments qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Visuellement ici, quand on représente les choses sous forme de patates, c'est facile à voir. L'intersection est l'endroit où les deux patates, entre guillemets, se chevauchent. Donc on regarde les éléments qui sont à ce niveau. Et ici, on peut voir que dans l'intersection entre les deux ensembles, on a l'élément 2. Donc l'intersection entre deux ensembles, on va la noter de cette manière. Et ici, c'est l'ensemble qui contient l'élément 2. Donc ici, on a ce qu'on appelle un singleton, un ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Maintenant, si on fait de même avec la notion de réunion. Donc en français, on considère les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc en gros, une façon de voir les choses, c'est de se dire, je vais prendre un ensemble, par exemple l'ensemble A, et je vais le compléter avec B. Je vais voir qu'est-ce que B va apporter à A. Donc ici, déjà, comment est-ce qu'on va noter les choses? La réunion, on va la noter de cette manière. Donc si je prends par exemple l'ensemble A et que je le complète avec B, quel ensemble ça va me donner? Qu'est-ce que B va apporter à A? Ou l'inverse, qu'est-ce que A va apporter à B? Il faut que les éléments soient dans l'un ou dans l'autre, pas forcément dans les deux. Donc ici, je vois que A contient les éléments 1, 2, 4. Donc B contient également l'élément 2, mais il contient en plus 3, 5. De ce fait, l'ensemble que je vais obtenir va être l'ensemble qui contient 1, 2, 3, 4 et 5. La réunion entre A et B, c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont dans l'un ou dans l'autre. Donc j'ai 1, 2, 4 ici pour A, 3, 5 en plus. C'est ce que va apporter B à A. Ou si je veux voir les choses d'une autre manière, B contient 2, 3, 5. Qu'est-ce que va lui apporter A? Ben 1, 4. Et donc, au final, j'obtiens cet ensemble. Autre exemple possible, si par exemple je considère ces deux ensembles, C qui contient les éléments 6, 7 et D qui contient les éléments 8, 9. Alors si je m'intéresse à leur intersection pour commencer. L'intersection, je rappelle, ce sont tous les éléments qui sont dans C et dans D. Donc je regarde mes deux ensembles et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, je constate qu'ils n'ont rien en commun en fait, ils n'ont aucun élément en commun.
De ce fait, l'intersection entre les deux sera, ce qu'on a introduit tout à l'heure, l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Ici, je vois qu'il n'y a pas d'élément commun à C et D. Et si maintenant je m'intéresse à la réunion, donc si je m'intéresse à la réunion entre ces deux ensembles, je prends un ensemble et je le complète avec l'autre. Donc ce sont les éléments qui sont dans C ou dans D. Donc là, j'ai bien tous les éléments qui sont dans C ou dans D. Donc j'ai bien la réunion entre les deux. Je prends un ensemble et je le complète avec l'autre. Appliquons ce qu'on vient de voir aux intervalles. Supposons qu'on ait deux intervalles. L'intervalle A, ici, qui va de moins 1 à 3, et l'intervalle B qui va de 0 à 4. Donc vous voyez, là on a des crochets là, qui sont tournés vers l'intérieur, donc on a un intervalle fermé, là on a un intervalle ouvert. Donc on va essayer de représenter l'intersection entre A et B et la réunion entre A et B. Donc pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de, même si ce n'est pas demandé, de représenter les choses sur une droite numérique. Parce que visuellement, les réponses apparaissent quasi automatiquement. On va utiliser des codes couleurs, comme ça ce sera encore plus éloquent visuellement. Donc si je représente l'ensemble A, ou l'intervalle A. Ici, j'ai mon intervalle A. Mon intervalle A contient toutes les valeurs, tous les nombres, en gros, qui sont sur le segment en vert ici. Si je représente maintenant l'intervalle B, c'est l'intervalle qui contient les nombres qui sont compris entre 0 et 4. Donc, les nombres compris dans B sont les nombres qui sont sur le segment en bleu ici, que j'ai mis juste au-dessus du segment vert pour qu'on puisse les distinguer visuellement. Donc maintenant, si je m'intéresse à l'intersection entre ces deux intervalles. L'intersection entre A et B, c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont dans A et dans B. Donc ici, où est-ce qu'on les trouve? C'est l'endroit où les intervalles que j'ai représentés se chevauchent en fait. Ici, sur la partie hachurée en rouge, j'aurai tous les éléments qui sont dans les deux ensembles en fait. Donc, quel est l'intervalle que je vais obtenir? Je vais avoir l'intervalle qui va de 0 exclu, car 0 n'est pas dans B, attention, et l'intersection contient les éléments qui sont dans A et dans B, donc je ne peux pas prendre 0, jusqu'à 3. Et 3 appartient bien à A, 3 appartient bien à B, donc je prends ce nombre dans l'intervalle. Donc là, j'ai bien l'intersection entre A et B. Maintenant, je m'intéresse à la réunion entre ces deux intervalles. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je prends l'intervalle A et je le complète avec B. Donc l'intervalle A, c'est celui qui est en vert ici. Qu'est-ce que B va lui apporter? B va lui apporter, donc A va de moins 1 jusqu'à 3. B, qu'est-ce qu'il va lui apporter? Cette petite portion en rouge ici, ce petit segment en rouge. Donc en gros, quel intervalle je vais obtenir? L'intervalle qui part de moins 1, compris parce que moins 1 appartient à A, et je rappelle qu'on a les éléments qui sont dans A ou dans B, jusqu'à 4 exclu, car 4 n'appartient pas à B. Si cette fois-ci, on prend l'intervalle A qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1 et l'intervalle B qui va de 1 à 4. Et que toujours, je m'intéresse à leur intersection et à leur réunion. On va représenter ça sur la droite numérique. Donc j'ai mon premier intervalle ici qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc en gros, j'ai moins 1 et je prends tous les nombres ici qui sont plus petits que moins 1. Donc c'est-à-dire qui vont vers la gauche à l'infini. Et en B, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intervalle qui est compris entre 1 et 4. Donc 1, 4. Tous les nombres en gros qui seront sur ce segment. On voit bien qu'ici que les intervalles ne se chevauchent pas. Donc en gros, l'intersection est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Donc ça va être l'ensemble vide. En ce qui concerne leur réunion, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette partie de la droite numérique, j'ai un trou entre guillemets ici, puis j'ai cette partie. Donc en gros, la réunion consiste à compléter un ensemble avec l'autre, autrement dit ici, à coller les deux intervalles. Donc en gros, je vais avoir mon premier intervalle, donc qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1, 4. Ici, je ne peux pas écrire les choses d'une autre manière, j'ai juste explicité A, explicité B. Mais on colle entre guillemets les deux intervalles. Là, on va présenter quelques cas particuliers, ou plutôt quelques notations qui vont être utiles. Donc, supposons que j'ai cette réunion, c'est-à-dire tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, puis de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai ma droite numérique, je prends tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 0, qui arrivent jusqu'à 0 sans inclure 0, je ne prends pas 0, puis je reprends tous les nombres qui sont après 0 jusqu'à plus l'infini. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les nombres qui sont dans R, sauf 0. Donc, les façons de représenter ça, première façon, la plus courante, c'est de dire que ça représente l'ensemble R étoile. R étoile, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des réels et qu'on lui enlève 0. De manière générale, quand on a un ensemble avec une étoile, que ce soit N, Z, R, peu importe, ça veut dire qu'on exclut 0. Autre façon d'écrire les choses, c'est de dire que j'ai R privé de l'ensemble qui contient l'unique élément 0. Donc le singleton 0, ici sous forme d'accolade. Alors, quand on exclut 0, on utilise plutôt ces notations. Mais si on veut exclure un autre nombre quelconque, par exemple ici 3, donc si je considère l'ensemble qui contient tous les nombres sauf 3,
parce que là je vais de moins l'infini jusqu'à 3 exclus, et je reprends à 3 exclus, on va dire jusqu'à plus l'infini, ben on va dire que j'ai R ici privé de l'ensemble qui contient l'élément 3. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de valeur absolue. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est sa valeur numérique sans tenir compte de son signe. On peut la comprendre comme sa distance à 0. Pour illustrer la définition que je viens de donner à l'oral, enfin une notion de définition, on va dire un élément de définition, si je m'intéresse au nombre 3, quand on considère la valeur absolue d'un nombre, on considère sa valeur numérique sans prendre le signe. Mais on peut voir ça aussi comme sa distance à 0. On va dire que là, à chaque fois, entre chaque graduation, j'ai une unité de distance, nous allons dire. Donc si je pars de 0 pour arriver à 3, je vais avoir 1, 2, 3 unités de distance. Mais si je m'intéresse à la distance qui est entre 0 et moins 3, si je compte, j'aurai aussi 1, 2, 3 unités de distance. Donc que je m'intéresse à la distance à droite ici, de 0, la distance qui est entre 0 et 3, ou cette distance qui est à gauche de 0, c'est-à-dire la distance qui est entre 0 et moins 3, en réalité, j'évaluerai le même résultat. Et donc, de quelle manière on va noter ces choses? Valeur absolue, on va la noter de cette manière. Si ici, je m'intéresse à la valeur absolue de 3, je vais noter 3 entre deux barres, comme c'est le cas ici. Et donc, j'ai dit que c'était sa valeur numérique sans tenir compte du signe. Donc, en gros, valeur absolue de 3 me donne 3. Parce qu'entre 0 et 3, si vous voulez, j'ai 3 unités de distance. Et si je m'intéresse à la valeur absolue de moins 3, si j'écris cela sans prendre en compte le signe, je tombe bien sur 3. Et si je veux voir ça comme étant une distance, je peux bien voir qu'entre 0 et moins 3, j'ai également 3 unités de distance. Donc, à travers un exemple, on vient d'expliquer ce qu'était la notion de valeur absolue. Et bien sûr, si on généralise, peu importe le nombre qu'on va obtenir, peu importe le nombre qu'on prenne, par exemple, valeur absolue de 18, bien sûr, ça donnera 18. Valeur absolue de moins 4000, ça donnera 4000. Donc ça, c'est pas très difficile à comprendre. Donc là, on prend le nombre sans tenir compte de son signe. Mais on peut également commencer à introduire la notion de distance, parce que ça va nous être utile par la suite. Donc, voilà de quelle manière on va noter les choses. Un nombre entre deux barres, comme c'est le cas ici, veut dire qu'on s'intéresse à la valeur absolue de ce nombre. Autre chose qu'on peut ajouter, toujours à propos de cet exemple, je peux dire que si on fait le lien avec la notion d'intervalle tout à l'heure, que 3 appartient à l'intervalle moins 3, 3. L'intervalle fermé, moins 3, 3. Logique. De même, moins 3 appartient également à cet intervalle. Si valeur absolue de 3 est égale à 3, 3 appartient à cet intervalle, pareil pour moins 3. Alors pourquoi est-ce que j'introduis cet exemple qui peut paraître évident? Parce que maintenant, ça va nous permettre de comprendre le formalisme général qu'on va introduire maintenant. Regardez, si par exemple, je m'intéresse à la distance qu'il y a entre 1 et 3. Donc comment est-ce que je fais? Si je compte ici, je vois que si je pars de 1, j'ai une unité de distance, 2 unités de distance. Mais une façon de faire, c'est de prendre la distance qui est par rapport à 0 ici, la distance qui est entre 0 et 3, et lui enlever la distance qui est entre 0 et 1. En gros, faire le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. Donc si je fais 3 moins 1, je tombe sur 2. D'accord? Entre 1 et 3, il y a bien 2 unités de distance, ce qui est logique. Si je fais pareil pour les nombres négatifs, si je veux voir quelle est la distance qu'il y a entre, si je veux évaluer la distance qu'il y a entre moins 3 et moins 1, mais pareil, si je compte, genre 1, 2 unités de distance. Ça revient à dire que je prends cette distance moins celle-ci, mais si je fais le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit, ça va me faire moins 1 moins 3. Bien sûr, ça va me faire moins 1 plus 3, et je retombe sur 2. D'accord? Donc, une façon de voir les choses, c'est d'écrire ça sous forme de valeur absolue. 3 moins 1, ça va être pareil que de faire valeur absolue de 3 moins 1, c'est pareil que de faire valeur absolue de 1 moins 3. Et je vais tomber sur 2. D'accord? Donc ça veut dire que la distance qu'il y a entre 1 et 3 est de 2. Donc on a une notion de, quand on a une différence, ça nous permet d'introduire une notion de distance. D'accord? Ça va être important pour comprendre les exercices qu'on va faire par la suite. D'accord? Donc si je veux évaluer la distance qu'il y a entre 1 et 3, ça revient à faire les calculs qui sont ici. Et du coup, on trouve bien 2 unités de distance. Donc on va continuer à essayer d'expliquer les choses à travers des exemples avant de formaliser le tout. Donc toujours avec cette notion de distance. Par exemple, si je prends 1 et que je m'intéresse à tous les nombres qui sont par exemple à 2 unités de distance de 1. Comment est-ce que je vais m'y prendre? J'aurai une première possibilité, c'est-à-dire je pars de 1
et je lui ajoute 2 unités de distance. Donc si je pars de 1 et que je prends 2 unités de distance, je tombe sur 3. Mais comme on l'a vu, il faut aussi que je prenne en compte les nombres qui sont avant 1, si je peux dire. Donc si je pars de 1 et que je vais vers la gauche et que je me cherche le nombre qui a 2 unités de distance, j'aurai aussi moins 1. D'accord? Donc 3 et moins 1 sont deux nombres qui sont à 2 unités de distance de 1. Donc si je pars de 1 et que j'ajoute 2, je tombe sur 3. Si j'ajoute 1 et que j'enlève 2, je tombe sur moins 1. Et dans les deux cas, j'aurai les deux nombres qui sont à 2 unités de distance. D'accord? Donc, si je fais 3 moins 1, je tombe sur 2. Mais si je fais moins 1, je tombe également sur 2. D'accord? Car valeur absolue de moins 2, ça va me redonner 2. Il faut prendre en compte cela. Et si on généralise le tout, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, si on formalise ce qu'on vient de dire, on peut écrire les choses de cette manière. Si je prends deux nombres réels a et x, donc on va définir la notion de distance de cette manière. Donc, c'est la valeur absolue de la différence qui est entre les deux. Et on peut se servir des intervalles aussi pour écrire les choses. Si je dis que x appartient à a moins un certain nombre et a plus ce même nombre, la distance entre x et a sera inférieure ou égale, dans ce cas-là, à ce nombre r. Si bien sûr je prends l'intervalle ouvert, ce sera strictement inférieur. Alors là, ça fait beaucoup de notation, beaucoup d'inconnus en quelque sorte, mais il ne faut pas se laisser perturber. Si par exemple je considère que a vaut 2, si par exemple je prends a qui vaut 2, d'accord, je m'intéresse à tous les nombres qui sont à une unité de distance de 2. Donc je considère en gros que r ici vaut 1. A moins r ici, ça va me donner 1. Donc là, je vais avoir a moins r. Et si je fais a plus r ici, ça va me donner 3. D'accord? Si je considère que j'ai un nombre dans l'intervalle a moins r, a plus r, si x appartient à cet intervalle fermé, en gros, toutes les distances que j'aurai ici, chaque fois que je vais choisir un nombre sur le segment en bleu, si je m'intéresse à la distance qui est entre le nombre que je vais choisir et 2, j'aurai toujours une distance qui sera inférieure à celle-ci ou celle-ci. Donc en gros, c'est ce qu'on nous explique ici. Si je prends un nombre ici compris entre 1 et 3, la distance qu'il y a entre ce nombre et 2 sera toujours plus petite que la distance qu'il y a entre 2 et 1 ou 2 et 3. D'accord? Alors si je suis dans cet intervalle, la distance sera inférieure ou égale. Donc je pourrais prendre des nombres qui seront entre 1 et 2 ici, entre 2 et 3 ici compris. Si je prends cet intervalle, j'aurai des nombres compris entre 1 exclu et 2, entre 3 exclu et 2, mais la distance qu'il y aura entre 2 et ce nombre sera toujours plus petite dans mon exemple ici que la distance qu'il y a entre 2 et 3 ou que la distance qu'il y a entre 2 et 1. Donc ce formalisme permet de généraliser ce qu'on est en train de dire ici en fait. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ce qu'on vient de dire. À quoi va nous servir ce formalisme? Alors supposons que je vais résoudre ce type d'équation. Donc je cherche les solutions pour x. Donc vous voyez là, j'ai x moins 5. Donc on a dit que cette notion de valeur absolue, ici, valeur absolue de x moins 5, ça nous permettait d'introduire la notion de distance. Donc en gros, je m'intéresse à la distance qu'il y a entre 5 et un nombre x qui appartient à r. Et je veux que cette distance soit égale à 3. La distance entre 5 et ce nombre soit égale à 3. Donc vous voyez là, on a une différence. La différence, ça permet d'introduire la notion de distance, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc une façon de voir les choses, une fois de plus, c'est de positionner les valeurs sur un axe numérique. D'accord? Donc si je me place en 5 ici, donc je suis sur mon axe numérique et j'ai la valeur 5. Et je cherche les nombres qui sont à une distance 3 unités, donc qui sont à 3 unités de distance de 5. Alors je vais avoir deux possibilités. Soit je pars de 5 et je fais plus 3, la valeur 8 est bien à 3 unités de distance de 5, mais j'ai une autre possibilité, d'accord? Donc là, je vais avoir exactement deux solutions, d'accord? Donc mathématiquement, il me suffit de faire 5 plus 3 qui va me donner 5 plus 3 va me donner 8, mais également 5 moins 3 va me donner 2. Donc j'ai exactement deux solutions, d'accord? Donc l'ensemble des solutions va être l'ensemble, vous voyez là j'ai mis des accolades, qui contient exactement les nombres de 8. Ce sont les nombres qui sont à une distance 3 unités de 5. Autre exemple, regardez. Alors là, je ne vais pas représenter sur un axe parce que ce serait trop fastidieux, on va jusqu'à 12, etc. Mais c'est pour que vous compreniez la logique. Donc on s'intéresse, là vous voyez, on a 12 moins x. Donc nous, on aimerait bien se ramener au cas précédent, c'est-à-dire x moins le nombre qui nous intéresse pour pouvoir faire le même raisonnement que précédemment. Mais c'est pas compliqué. Comme on l'a vu tout à l'heure, bien sûr que valeur absolue de 12 moins x,
On a dit que c'est bien sûr égal à valeur absolue de x moins 12 en fait. En valeur absolue, les deux différences vont nous donner le même résultat. En l'occurrence, ici 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche tous les nombres qui sont à une distance 2 unités de 12. Alors, on pourrait représenter ça sur un axe numérique, mais si on a compris ce qu'il fallait faire, c'est très rapide. Je me positionne en 12, je vais avoir les nombres qui sont à 2 unités vers la droite et le nombre qui est à 2 unités vers la gauche. Donc ici, l'ensemble des solutions et l'ensemble qui contient les éléments 10, 14. Alors, autre cas qui peut nous intéresser, d'accord? Un cas un peu particulier, c'est lorsque je me retrouve avec ce type d'écriture. Donc là, j'ai valeur absolue de x plus 3. Alors, vous pouvez vous dire, ah oui, mais alors on a dit que pour la notion de distance, il nous fallait une différence entre les deux nombres. Là, on a une addition. Comment est-ce qu'on fait? Mais lorsqu'on a une addition, on peut toujours se ramener à une soustraction, si je puis dire. Regardez. Ça, bien sûr, je peux dire que c'est égal à valeur absolue de x moins 3. D'accord? Moins 3, ça me redonne bien plus 3. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on ne s'intéresse pas à 3 ici, mais à moins 3. On cherche tous les nombres qui sont à une distance 8 unités de moins 3. Donc sur mon axe numérique, je me positionne en moins 3. Donc il va falloir que je cherche tous les nombres qui sont à 8 unités de moins 3 ici par la droite, si je puis dire, et tous les nombres, et le nombre, parce qu'il n'y en aura que 1 bien sûr, qui se situe à 8 unités vers la gauche. Et bien sûr, pour faire ce calcul, il me suffit, pour trouver ces résultats, il me suffit de faire moins 3 plus 8, ce qui va me donner 5. Et il me suffit de faire moins 3 moins 8, ce qui va me donner moins 11. Et donc, quel sera l'ensemble des solutions? L'ensemble qui contient les éléments moins 11, 5. Maintenant, nous n'avons plus des égalités, si je puis dire, mais des inégalités. Alors, de quelle manière on va s'y prendre? Ici, je m'intéresse à tous les nombres qui sont à une distance inférieure ou égale à 1 à une unité de distance de 7. Mais regardez, je me positionne en 7 et je regarde les nombres déjà qui sont à une unité de distance de 7. Alors, à droite, bien sûr, maintenant vous avez compris, 7 plus 1, je vais avoir 8. Et à gauche, 7 moins 1, je vais avoir 6. Donc là, j'ai inférieur ou égal, donc je vais considérer l'intervalle fermé entre 6 et 8. Donc moi, je cherche tous les nombres qui sont à une distance inférieure ou égale à une unité de 7. En gros, ça va être tous les nombres qui vont se situer sur ce segment en rouge ici. Tous les nombres qui sont sur ce segment auront bien une distance inférieure ou égale à une unité de distance de 7. Donc en gros, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 6, 8. Si je prends un nombre quelconque sur cet intervalle, ça va bien me permettre de vérifier cette inégalité. Alors si je me situe dans ce cas-là maintenant, autre exemple, j'ai une valeur absolue strictement inférieure à 2. Donc là, je m'intéresse au nombre 3. Donc pareil, je vais avoir à droite 3 plus 2, 5, à gauche 3 moins 2, 1, d'accord? Donc là, j'ai strictement inférieur, donc je vais exclure mes bornes. Ce seront tous les nombres, en gros, qui seront sur ce segment en rouge, mais avec les bornes exclues. Donc ici, la réponse sera x qui appartient à l'intervalle 1, 5 exclu. Alors maintenant, si je suis dans ce cas de figure ici, où j'ai x plus 6, alors comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas compliqué. Ça, il suffit de le transformer de cette manière, d'accord? Donc en gros, je ne m'intéresse pas à 6, mais à moins 6. Et donc si je fais le même raisonnement, si je cherche les nombres qui sont à 5 unités de distance de moins 6, alors vers la droite, moins 6 plus 5, ça va me donner moins 1. Et à gauche, moins 6 moins 5, ça va me donner moins 11. Mais là, je cherche les nombres qui sont à une distance plus grande que 5 unités. Donc dès que je serai sur ce segment ici, entre les deux bornes, j'aurai une distance, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sera inférieure ou égale à 5 unités de 6. Donc en gros, tant que je suis sur ce segment, je suis à une distance inférieure à 5 unités. Si j'arrive sur la borne, je suis exactement à une distance de 5 unités. Donc quels sont les nombres qui seront à une distance plus grande que 5 unités? Les nombres qui seront ici avant ma borne et les nombres qui seront ici après cette borne. Donc en gros, tous les nombres qui seront sur ces portions ici seront à une distance plus grande que 5 unités, d'accord, de moins 6. On pourra dire que x appartient à l'intervalle donc moins l'infini, donc tous les nombres qui iront de moins l'infini jusqu'à moins 11, mais également tous les nombres qui seront après moins 1. Donc il va falloir prendre cet intervalle et lui coller celui-ci. Et ça tombe bien, tout à l'heure on a introduit une notation pour cela, la réunion si vous vous souvenez. Et donc ça va être réunion moins 1 plus l'infini. Alors bien sûr, s'il y avait eu supérieur ou égal, on aurait pris moins 11 et moins 1. Mais ici, on a strictement supérieur, donc on exclut les bornes. Après, une fois qu'on a compris le raisonnement, on applique ça à tous les cas. D'accord?
Nous venons d'introduire les notions d'intervalle dans R et de valeur absolue. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner. N'hésite pas à me dire s'il y a d'autres exemples que tu aimerais qu'on traite ensemble. Et je vous dis à bientôt.